Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cathy Fourez, je suis maîtresse de conférences donc HDR à l'Université de Lille, plus spécifiquement au département des études romanes, slaves et orientales. Et ma recherche, elle porte sur les littératures policières au Mexique et plus principalement sur les représentations des phénomènes de violence dans la fiction et la chronique criminelle à partir des invariants et renouveaux du roman noir. Alors ma thèse, s'intitulait et s'intitule toujours d'ailleurs, «Les traitements, du genre, policier dans l'œuvre narratif» de Jorge Ibargüengoitia, une écriture en flagrant délit, hein. N Œuvre au masculin puisqu'on a inclus l'ensemble des œuvres ici, d'un artiste, c'est-à-dire des objets créés, hein, par, le travail ici d'un écrivain qui avait plusieurs casquettes, hein. Il était à la fois dramaturge, scénariste, romancier, chroniqueur, journaliste, hein, et cette thèse a été réalisée sous une, codirection avec, Nora Giraldi Deicas, qui était donc, professeure à l'université de Lille, SHS, aujourd'hui professeure émérite, qui est spécialiste de littérature hispano-américaine et plus précisément de l'écrivain uruguayen Felisberto Hernández, qui est l'un des maîtres de la littérature fantastique et un grand explorateur des mécanismes de la métafiction. Et donc une codirection avec, Julio Premat, hein, donc de l'université de Paris 8, également spécialiste de littérature hispano-américaine, qui a consacré de grandes études, hein, notamment en fiction de Juan José Saer. Et donc j'ai, soutenu ma thèse le samedi 4 décembre 2004, donc à l'université de Lille. Alors, on va parler un peu de ton parcours avant d'en venir, au contenu proprement dit de la thèse. Est-ce que tu peux nous dire, si tu as un parcours banal, d'hispaniste avec une licence, une maîtrise, un DEA ou un master 1, master 2? Ou est-ce que tu as fait un double cursus, un triple cursus, monté l'Everest, avant de te mettre aux études, que sais-je? Alors j'ai un parcours, on va dire, assez, traditionnel, on va dire, avec quelques interstices, hein. J'ai d'abord préparé un DUX de langues étrangères appliquées, hein, et puis, je me suis tout de suite rendu compte que ça ne me convenait pas. Donc j'ai préparé ensuite sur une année, grâce à aussi à des équivalences, un DUG, donc en spécialité, espagnole. Puis j'ai fait ma licence, puis ma maîtrise à Salamanque, dans le cadre du programme Erasmus, où j'ai eu entre autres, l'opportunité de suivre les séminaires de la spécialiste de la poésie, moderniste, latine hispano-américaine Carmen Ruiz Barrio Nuevo. Et puis, j'ai aussi lié amitié, parce que ça, c'est important de le dire, les écrivains jouent un rôle prépondérant, non seulement dans ma formation, mais aussi dans mon cercle, on va dire privé, avec le poète hondurien, José Antonio Funes et l'écrivain, colombien, aujourd'hui de roman noir, Gustavo Forero Quintero, qui est en train de préparer une thèse justement avec, Barrio Nuevo. Alors j'ai préparé mon mémoire de maîtrise, sous la direction de Jacqueline Coveau, qui va jouer un rôle décisif, hein, dans ma passion, pour le Mexique, hein. Et ensuite, je me suis inscrite au concours, mais, on va dire sans engouement. J'ai effectué en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une année de césure, hein, puisque je suis partie, donc entre la maîtrise et véritablement, mon implication dans la préparation de concours, à Cuba à travers une brigade, de solidarité dans un programme de réinsertion, pour des jeunes en activité, professionnelle, mais en reconstruction sur le plan familial et émotionnel. Et je suis restée plus d'un mois donc à Matanzas et à La Havane au printemps 1998, hein, pendant on va dire les derniers, enfin je sais pas si c'était les derniers, mais en tout cas c'était encore les soubresauts donc de la période spéciale. Et donc le matin, on travaillait dans des jardins d'autosubsistance et l'après-midi, c'était consacré à des aides, à une aide humanitaire. Donc j'ai vécu au plus près les carences et les pénuries, hein, quotidiennes, du peuple cubain. Puis je suis revenue en France et là j'ai préparé donc le CAPES et l'agrégation pour l'année universitaire, 98-99, hein. Et donc lorsque j'étais lors de mon année de stage en tant que jeune agrégée, donc dès septembre 99, j'ai soutenu, une année après le DEA, c'est-à-dire que je l'ai pas préparé parallèlement
à mon année de stage sous la direction de Julio Premat, puisque Jacqueline Coveau avait pris sa retraite. J'ai travaillé sur la représentation de l'espace havanais dans 3 romans cubains contemporains. Je suis restée 4 ans dans le secondaire, en incluant donc mon année de stage. Et je dois avouer que ça a constitué une période charnière dans l'apprentissage de la transmission. Et Mmh. entre deux, j'ai obtenu une bourse doctorale. Je me suis inscrite en septembre 2000 en doctorat. Une bourse doctorale donc, qui m'avait été octroyée par le ministère des Affaires étrangères français et mexicain et par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour passer 10 mois à la BUAP, à la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, afin d'affiner mes recherches sur tout le contexte historique présent dans bon nombre des fictions de Ibargüengoitia, donc sous le tutorat, on va dire, de Laetitia Gamboa, une historienne reconnue qui travaille donc à l'université de Puebla, grâce d'ailleurs au soutien de Jacqueline Coveau. Malheureusement, comme j'étais fonctionnaire, et malgré l'appui de mes directeurs de recherche et même du président de l'université de Lille, je n'ai pu bénéficier sur les 10 mois que 3 mois donc, de résidence à Puebla. Et puis la même année, en fait, j'ai obtenu un poste d'ATER, donc à l'université de Lille. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que ce séjour à Puebla a été très important pour moi parce que, enfin, au Mexique, hein, j'ai participé à des ateliers d'écriture. J'ai notamment celui animé à la Casa de la Cultura de Puebla par l'écrivaine María Victoria García Palau, qui est la mère en fait du romancier Pedro Ángel Palau, avec une jeune romancière à l'époque, Esperanza Toral. Et j'ai participé aussi à l'atelier d'écriture, cette fois-ci à Mexico, à la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles de Coyoacán, sous la direction du romancier, auteur de romans noirs, Rafael Ramírez Heredia. Alors ça a déclenché aussi chez moi la rédaction, pardon, la rédaction des premières pages aussi de la thèse. Et puis, cette rencontre avec Rafael Ramírez Heredia, elle a été déterminante. C'est l'un des premiers écrivains de littérature policière mexicaine à parler d'une frontière à l'époque oubliée de son pays, c'est-à-dire le Sud. Hein, d'ailleurs, lui-même considérait que la frontière entre le Mexique et les États-Unis démarrait non pas à Mexicali, à Tijuana ou à Ciudad Juárez, mais bien à Tapachula, dans l'état du Chiapas. Et puis, il a publié un roman en 2004, La Mara, qui va me servir de base pour la préparation d'un projet doctoral sur les villes frontalières et les polars mexicains. Et donc, depuis 2000, en fait, depuis mon entrée dans ce travail de recherche, eh bien, je vais débuter des allées et venues au Mexique. Et ces voyages annuels pour la thèse, ben, ils vont donner lieu évidemment à la constitution d'un corpus, d'un support aussi bibliographique introuvable à l'époque, hein, au début du XXIe siècle et aussi en Europe. Ils vont me permettre aussi de me créer tout un cercle académique, culturel, artistique, qui vont influer sur mon devenir et alors aussi sur mon objet d'étude. Et puis, ben, ils vont me former aussi à vivre dans un ailleurs qui est celui ben, entre guillemets, de vivre dans une ville, une grande mégalopole tentaculaire comme la ville de Mexico. Et alors, si j'ai bien compris, donc le roman policier, on verra après comment tu l'appelles, si le polar pour toi c'est un synonyme de roman policier ou si c'est un synonyme de roman noir. Bref, on va jargonner, entre amatrices. Donc si je comprends bien, cette rencontre, elle s'est faite, à travers les ateliers d'écriture, les écrivains que tu as pu rencontrer au Mexique. Mais au cours de ton enfance, ton adolescence, est-ce que tu avais un goût particulier pour cette famille des littératures populaires?
Pas particulièrement. Alors, je lisais par exemple des Arsène Lupin, quelques Agatha Christie, François Ponson du Terrail, donc Rocambole. Il y avait aussi euh, quelques auteurs comme Conan Doyle, mais j'étais pas non très impliquée dans ce type de littérature. Je dois avouer que l'éveil s'est fait avec la préparation à l'agrégation. C'est le programme en fait de 98-99 hein, qui a effectué en fait ma véritable découverte, hein, qui m'a effacé aussi tous les préjugés que j'avais sur ce que j'appelle, enfin, je reprends là une expression d'un de mes mentors, entre guillemets, Claude Mesplède, les littératures policières. Puisque dans le programme se trouvaient deux œuvres de Paco Ignacio Taibo dos, donc qui est un historien de formation, auteur de romans noirs, qui rencontrait un vif succès aux États-Unis, en Espagne et en France. Et donc, c'était un peu détonnant parce que le concours prestigieux de l'agrégation, qui est assis sur une tradition, on va dire, intellectuelle et esthétique, d'une culture exigeante, se proposait eh bien, de mettre en lumière les ressources fictionnelles et le pacte politique d'un genre littéraire quand même qui était considéré comme subversif et idéologiquement marqué au sein de l'université française, hein. C'est une littérature qui restait dans la marge, qui passait pour médiocre, hein, d'expression pauvre, hein, indépendamment hein, des grands travaux qu'avait déjà réalisés, notamment l'écrivain Régis Messac, hein, et ça déjà au début du XXe siècle. Hein. Il avait soutenu une thèse en 1929 où il montre que cette littérature, eh bien, elle trouve déjà ses racines historiques dans la plus haute antiquité. Hein. Il montre comment, en fait, les récits s'intéressent au savoir empirique pour petit à petit construire un savoir scientifique. Hein. Et comment aussi on passe de l'homme courageux à l'homme du savoir. Hein. Enfin, je conseille véritablement la lecture des travaux de Régis Messac. Il y a aussi évidemment tout le travail exploratoire qu'avait fait l'historien Dominique Khalifa. Mais bon, le roman noir, quand même, c'était considéré comme un simple enregistreur sans ambition artistique. Et donc, l'agrégation a proposé, donc, dans son menu, alors, c'était pas la saga des détectives de Héctor Velasco Arranchain, hein, mais tout de même deux romans alors, c'était Sombra de la Sombra et La Vida Misma, et qui avaient suscité de l'intérêt parce qu'il y avait, euh, comment dire, tout un enjeu métalittéraire, c'est-à-dire que Taibo met à nu, en fait, tous les mécanismes du roman noir pour explorer justement les mécanismes abusifs et malhonnêtes qui régissaient la société mexicaine. Donc j'ai eu l'envie, après l'agrégation, de travailler sur Taibo. Et donc j'en ai parlé à mon directeur de recherche et mon collègue et brillant écrivain Sébastien Rutès était en pleine rédaction de sa thèse justement sur les stratégies de l'intertextualité dans l'œuvre policière de Taibo. Et donc, Julio Premat m'a proposé alors de travailler sur la saga Mario Conde de Leonardo Padura. Mais je dois avouer qu'à l'époque, alors que pourtant je revenais de Cuba, Conde et sa Havane avaient suscité en moi une attraction, on va dire, un peu mitigée. Et donc, il me prête parallèlement deux livres qu'il venait de recevoir d'un écrivain mexicain peu connu en France, mais qui n'en demeure pas moins une figure phare de la littérature mexicaine, donc Jorge Ibargüengoitia, décédé dramatiquement dans un accident d'avion en novembre 1983, d'ailleurs avec d'autres intellectuels latino-américains comme l'universitaire argentine Marta Traba, le critique uruguayen Ángel Rama et le poète péruvien Manuel Scorza. Et donc, il me prête Las Muertas. Donc, c'est un roman qui a été publié en 1977 et qui propose une réécriture d'un fait divers, enfin, ce qu'on appelle un fait divers. Bon, après, on peut discuter sur la terminologie, mais
donc des sœurs Pokuanchis, qui étaient deux maquerelles, qui professaient dans l'État de Jalisco et l'État de Guanajuato et qui ont été accusées d'avoir assassiné en 10 ans d'exercice, entre guillemets, entre 1964 et 1954 et 1964. Et selon évidemment le jugement qui fut rendu à l'époque, 80 jeunes filles qui se prostituaient dans leur maison close. Et donc, Jorge Ibargüengoitia, dans ce roman, au rythme d'un détricotage de l'instruction et d'une remise en cause de l'emballement médiatique, démasque les incongruités et les irrégularités de cette affaire criminelle. En fait, il va démontrer que la culpabilité était bien collective et qu'elle ne pouvait se limiter au seul Poquianchis. Alors, il va proposer un regard brut et audacieux, adossé à un humour noir, qui va dénuder les aspects les plus misérables, les plus macabres et insolites de cette réalité de province. Et puis, il me prête aussi également La Ley de Herodes, qui est un livre qui regroupe plusieurs nouvelles d'Ibargüengoitia, qui retrace en fait des situations complètement hilarantes et absurdes qui enveloppent la vie quotidienne et en particulier la vie quotidienne de la copie fictive de Ibargüengoitia. Et donc, ça a été presque El flechazo, hein. J'ai vraiment eu le coup de foudre pour pour cette écriture. Oui. Et donc, c'est ce qui a, voilà, j'ai tout de suite dit oui pour travailler sur Ibargüengoitia. Et alors le sujet lui-même, comme au-delà du titre, sur la perspective que tu as décidé d'appliquer d'adopter sur ce corpus, comment l'as-tu choisi? Alors, Julio Primat m'a proposé Ibargüengoitia dès le départ justement pour travailler depuis la perspective des littératures policières. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fictions de Ibargüengoitia s'inscrivent, on va dire, dans une réalité nationale qui repose sur deux aspects fondamentaux, c'est-à-dire les soulèvements pour accéder au pouvoir de l'histoire récente du Mexique, c'est-à-dire les mouvements indépendantistes et la post-révolution mexicaine, en particulier la Guerra Cristera, et aussi l'existence faussement paisible en province. Alors, ces fictions, elles se construisent toutes autour de règlements de compte, de quêtes de pouvoir, de trahison, de vérité enfouie, de rebondissements inopinés, d'individus corrompus, de morts violentes. Alors évidemment, tous ces ressorts font partie de la tragédie et du mélodrame. Il ne faut pas oublier que la première étape dans la carrière d'écrivain de Ibargüengoitia, c'est la dramaturgie. Et en fait, moi, j'ai voulu démontrer que Ibargüengoitia aussi s'était inspiré de la tradition, mais aussi de la subversion des codes du roman à énigmes, du roman noir et du roman d'espionnage pour mettre en exergue une histoire cachée, inavouée, dérangeante, voire incommodante du Mexique. Et donc, j'ai émis l'hypothèse qu'il avait apporté trois apports aux littératures policières mexicaines. D'abord, cette interpénétration entre littérature dite intellectuelle et ce qu'on qualifiait à l'époque de paralittérature, hein, où était classé le récit policier. Il montre qu'en fait, l'enquête, eh bien, c'est une forme qui donne forme à ce qui est tu, absent, qui permet de raconter en fait l'inracontable. En fait, il accorde une place cruciale au corps herméneutique, c'est-à-dire à tout ce processus de découverte. Et Ibargüengoitia, il va s'intéresser en fait au récit d'énigmes dans ce qu'il propose à l'époque de plus innovant, c'est-à-dire apprendre à lire les signes cryptiques, omis, camouflés, pour accéder à un savoir manquant, retenu ou inavoué. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut se méfier des apparences
et faire tomber les masques. Et ce qui est intéressant aussi chez Ibargüengoitia, c'est qu'il nous dit que le mystère nous entoure et qu'il recouvre l'insignifiance et la banalité de l'existence. C'est-à-dire que il conçoit, comme l'a très bien dit un critique mexicain, Christopher Dominguez, il dit que euh, Ibargüengoitia, il voit la vie quotidienne comme une grande énigme, une aventure absolue. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le but de Ibargüengoitia, c'est pas de pénétrer le récit possible de vérité, mais justement de nous démontrer qu'au Mexique demeure le récit impossible de la vérité. Alors, le deuxième apport chez lui, c'est qu'il veut inventer un lecteur alerte et critique. Alors, certes, il reprend ici la position d'expérimentation de Borges, non, sur son vœu de fomenter un lecteur idéal dessiné par le récit à énigme, hein, lequel met, on va dire, à l'épreuve l'ingéniosité de l'enquêteur et du lecteur. Mais Ibargüengoitia, son aspiration, c'est surtout de mettre en garde le lecteur, hein, vis-à-vis des discours du réel fabriqués et divulgués par les institutions, qui, selon lui, est courte et ombrage plus qu'elle ne développe et dévoile la vérité. En fait, ce qu'il veut faire, c'est il veut extraire le lecteur de sa léthargie, hein, et surtout de la léthargie ambiante, pour restaurer dans son regard du bouleversement. Et c'est un petit peu on va dire, le but de l'art. Hein, c'est bouleverser notre regard, hein, sur notre quotidien. Et il veut défictionnaliser les vérités monolithiques, hein, les vérités de marbre, hein, ou même les fictions, et malheureusement l'actualité lui donne raison, hein, les fictions fabriquées par les organes du pouvoir. Et enfin, son troisième apport, c'est qu'il a une intrusion diffuse dans le roman noir. Ibargüengoitia, il s'enlise dans la boue et le bruit du dehors. Hein. Il se risque dans le réel fangeux. Il traque un réel macabre. Et alors, c'est clair qu'il ne correspond pas à la tradition et évolution du roman noir français et états-unien. Ça, on est bien d'accord. Mais dans tous les cas, il va se glisser dans cette veine de la littérature policière qui appréhende le crime comme une espèce de radiographie d'une société vicieuse et nuisible. Et il s'interroge sur les conditions sociales historiques qui enfantent et tolèrent ce type de société. Et alors, ce qui fait de lui en fait un pilier du roman noir, et notamment à travers Las Muertas, c'est que, alors d'abord, il va jeter le roman policier hors de ses huis clos guindés, et en cela, il rejoint certains de ses confrères comme Vicente Liniero, Raphaël Bernal, mais lui, il va plus loin. C'est-à-dire qu'il va pousser le spectacle du malheur hors des murs des effrayantes mégalopoles, pour l'installer au cœur de la province, qui était perçue en fait comme un espace encore immunisé contre la folie meurtrière. Et puis bon, j'en ai déjà parlé, hein, il a une sorte d'humour noir, grinçant, mais qui pour lui n'est ni pensé ni programmé. C'est-à-dire que ce sont les situations exposées qui le sont, et qui le sont parce qu'elles sont traversées par l'ignorance, l'inculture, l'insimplicité, la naïveté, qui débouchent, en dépit de l'atrocité de cette situation, sur des attitudes totalement farcesques et grotesques. Hein, en fait, Ibargüengoitia nous dit un peu que le vrai bouffon ne fait pas rire. Ou en fait, il nous fait rire, mais à contre-cœur. Et cet humour, hein, eh bien, est présent chez des écrivains aujourd'hui qui revendiquent le legs de Ibargüengoitia, comme chez Elmer Mendoza, Martín Solares, Bernardo Esquinca, Beff. Hein. Et puis enfin, ce que je peux dire, c'est que Las Muertas, c'est aussi une des premières histoires de fiction qui parle de ce qu'on définit aujourd'hui comme le féminicide.
Donc, si je résume la thèse de ta thèse, c'est tu montres que c'est un héritier des modèles du roman noir, mais qui ne s'est pas contenté de faire une espèce de copie, de calque, mais qui a une véritable appropriation qui a donné lieu à ce que tu décrirais comme une veine mexicaine du roman noir. Est-ce que je résume bien? Oui, c'est exact. Même si lui n'a jamais, comment dire, revendiqué cette paternité ou cette filiation avec cette littérature. J'ai interviewé son épouse, Joy Laville, qui est une grande, enfin qui était, elle est décédée hein, depuis, d'origine anglaise. C'était une artiste. D'ailleurs, on lui doit toutes les premières de couverture des éditions, enfin des livres de Ibargüengoitia publiés dans la maison d'édition Joaquín Mortis. Hein. Et lorsque je suis allée donc l'interviewer dans sa très belle demeure à Cuernavaca, euh, et que je lui avais donc expliqué la posture de ma thèse, elle avait eu un peu de réticence en me rappelant que son époux avait reçu une formation purement académique et qu'il lisait très peu de romans issus de cette littérature. Alors, on peut en douter, hein. Si on lit par exemple même les chroniques de Ibargüengoitia, qui ont été publiées principalement dans le quotidien Excelsior, il y a énormément de textes qui sont consacrés aux faits divers, à la figure du James Bond, à certains auteurs de littérature policière, notamment littérature états-unienne. Et puis même, il a écrit 2 scénarios pour le cinéma inédit, hein, et un des scénarios s'appelle La Victima. Et l'autre scénario, enfin, que ce soit La Victima ou l'autre scénario, met en scène une intrigue policière. Donc, il ne l'a jamais dit ouvertement, mais si ça, l'énigme, le mystère, le larcin, le crime, en fait, dans son aspect le plus protéique, hein, oui, l'intriguait énormément. De toute façon, on sait bien qu'avec le roman noir, au sens littéral du terme, hein, ce que j'appellerais le hard boil, finalement, l'enquête est tout à fait secondaire. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est fin comme, ça a peu de substance. En fait, c'est tout ce qui est autour, sur l'enquête humaine, l'enquête sociale, etc. Et c'est pour ça que moi, je me demande, mais c'est une vraie question que je te pose, hein. J'ai l'impression qu'on a un peu oublié le véritable héritage de Chandler, McCoy, McCain, etc. Parce que moi, tu vois, on les a un peu classés dans, voilà, c'est les pères fondateurs, mais avec on oublie un peu ce qu'il y avait dedans. Mais quand je pense au Grand Sommeil, Charade pour écrouler, bon, le titre n'est pas très bien choisi, là, les traductions n'étaient pas formidables. Mais tous ces romans, en fait, moi, ce que tu décris, les apports que tu vois à ton auteur, alors je dis pas, il est clair qu'il y a une appropriation du modèle, ça c'est incontestable. Mais je crois que ce serait, enfin, je pense que les gens qui travaillent aujourd'hui sur le roman noir, ça mériterait qu'ils relisent un peu les pères fondateurs, parce qu'en réalité, il y a une filiation beaucoup plus étroite qu'on le pense. Je parle pas d'Ahmet, hein. Ahmet, je suis d'accord avec toi, au-delà de la violence, enfin, ça se lit difficilement aujourd'hui. C'est quand même assez ennuyeux, faut bien le dire. Mais la moisson noire, bon, moisson rouge, pardon, bon. Même si le début sur la description de la ville, etc. Mais par contre, vraiment, avec Chandler, je pense qu'il y a une vraie filiation très étroite entre les auteurs mexicains d'aujourd'hui et cet auteur-là. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je souscris totalement à ce que tu viens de dire. Je rajouterais un autre romancier états-unien personnellement qui me fascine, qui est David Godis. Et donc, qui montre effectivement, alors on présente le roman noir toujours comme la version violente, enfin le hardball comme la version violente du roman, enfin du récit à énigme, hein. Mais en fait, pas du tout. En fait, il est né aussi du contexte social et économique états-unien en 1929 avec le krach
le krach boursier, qui a engendré après bien des conséquences dramatiques, avec notamment un taux de chômage exponentiel. Et donc, ça, c'était une phrase qui était répétée par ce type d'auteur, c'était que vivre à l'époque aux États-Unis, c'était un véritable cauchemar. Et donc, ces auteurs, oui, ils tentent en fait surtout de montrer qu'il y a des vies plus exposées que d'autres à la violence, et surtout à la violence économique. C'est pas seulement la violence d'un individu isolé, comme le présente le roman à énigme. C'est à mon avis, dans leur esthétique aussi, ils ont le souci de l'enquête, de la quête de sens, de la révélation, mais aussi de l'urgence, hein, de dénoncer la souffrance du monde. Et surtout, ce qu'ils font, c'est ils opèrent une immersion dans les sous-sols de la société. Et il y a aussi une grande introspection de la douleur du monde. Hein, le, le détective de Raymond Chandler, Philippe Marlowe, euh, il a un petit côté romantique, c'est un solitaire, mais c'est aussi un personnage extrêmement mélancolique, extrêmement alors pessimiste, mais il travaille aussi avec le principe de la réalité. Il sait très bien que en faisant aboutir son affaire, euh, il ne va pas résoudre on va dire, les désastres du monde qui l'entoure. Et ça le désarme complètement. Alors, on fait passer la littérature policière mexicaine avec euh, toute cette dynamique, on va dire, tragique-comique. Et c'est pas forcément vrai. Moi, je trouve que de plus en plus, on a des romans très sinistres, où l'humour noir s'efface, peut-être aussi parce que il n'est plus adapté aux réalités Mmh. qui sont décrites. Et là, j'y retrouve effectivement la trace, comme tu le disais, des pères fondateurs du hardboiled. Oui, tout à fait. Quand on lit la dernière page de Le Grand Sommeil, c'est creux, hein. Je veux dire, de toute façon, tout ça n'avait pas le moindre sens. La vérité, le mensonge, ça n'avait pas de moindre sens parce que de toute façon, on finirait au trou, quoi. Et que c'était ça ce qui donnait, enfin, ce qui expliquait toute l'aventure du personnage. Enfin, c'est vraiment très très noir. C'est pas les. Et puis il y a cette dimension identitaire aussi, je crois, parce qu'on parle toujours de la violence, de la dénonciation, de la corruption des élites, quelles qu'elles soient, sociales, et puis les grands discours états-uniens avec l'autre face cachée. Bon, très bien. Mais il y a aussi cette dimension identitaire, parce que le roman noir, c'était aussi, c'est pour ça que je pense que ça a beaucoup marché en Amérique latine, c'est que c'était, à part le western, le premier roman états-unien. C'est-à-dire, on parlait une langue états-unienne pour parler des réalités états-uniennes. Et c'est vrai que ça a toujours été cette terre fertile à remplir pour dire, ben voilà, c'est un roman d'ici qui parle d'ici, main dans la boue, hein, tu le disais toi-même. Et ça, je trouve Mhm. une filiation avec les auteurs mexicains d'aujourd'hui. Oui, oui, c'est clair. Et puis aussi, les auteurs mexicains, ils ont vite compris aussi que cette littérature, eh bien, c'était une littérature en fait, qui démocratisait aussi, le champ littéraire, puisque elle accueillait en fait des personnages qui avaient été, disons-le, exclus du champ littéraire jusqu'à présent. Et puis, ils en ont fait des personnages complètement composites. En fait, on appelle ça le roman noir, mais ça devrait être le roman de la pénombre, parce que tout est dans la nuance. Les frontières sont très floues, parfois entre la victime et le victimaire. On n'est pas du tout dans un schéma, on va dire, dichotomique. C'est comme le disait Victor Hugo, le blanc, le noir n'existe pas. Seul prévaut le clair-obscur, c'est-à-dire cette pénombre. Et ça, les auteurs latino-américains, j'inclus le Brésil, Mm. et en particulier mexicains,
l'ont très bien compris pour tenter effectivement de recréer une réalité crue, nationale, traversée par des atrocités. Alors, évidemment, le Mexique, ce n'est pas que cela, mais malheureusement, c'est aussi cela. C'est un pays d'une grande violence, même d'une extrême violence. C'est-à-dire que quand on tente parfois devant un public français d'expliquer en quoi peuvent consister certains féminicides ou certains règlements de compte attribués ou pas à des cartels de la drogue, ça dépasse presque l'entendement. Je pense d'ailleurs que la, la langue fait défaut. On n'a pas encore, alors on a peut-être trouvé des formes de le dire, mais on n'a pas encore trouvé les mots exacts Mmh. pour décrire eh bien, ces multiples phénomènes de violence qui, malheureusement, sont en train eh bien, oui, de détruire une partie du pays. Aujourd'hui, il y a enfin, un phénomène quand même plus qu'inquiétant, au-delà des féminicides et des homicides qui sont plus que conséquents, c'est les disparitions forcées. Hein, donc oui, c'est une image, les littératures policières mexicaines sont un relais hein, pour montrer cet aspect, euh, ben oui, cette image ténébreuse, sombre hein, du Mexique. Je ne sais pas si elle trouve des solutions, mais en tout cas, elle essaie de poser des questions et de tenter de mettre un mot sur des souffrances qui ont du mal à être comprises et visibilisées. Oui. Bon, et c'est bien parce qu'on a pu être un certain nombre à trouver que dans ces circulations, en particulier en Europe, et à part James Ellroy aux États-Unis aussi, le roman noir devenait un genre, une arme un peu émoussée d'un point de vue politique, parce Mhm. que à force de cultiver les fioritures, tout ce qui est les rituels, le protagoniste doit être comme ci, comme ça, enfin bref, tu vois, la petite histoire du roman noir à l'intérieur de chaque roman. Finalement, c'était la forme qui se développait, qui prenait le pas sur le fond et en particulier sur le discours et cette chose acérée ce discours acéré que doit construire le roman noir. Et c'est vrai que c'est rassurant de voir comment ça évolue maintenant au Mexique, parce que je suis pas sûre que c'était exactement la même chose pour la majorité des auteurs, hein. Je te parle pas de quelques îlots Oui, comme le oui. tien, mais enfin, il y avait cette petite tentation d'aller vers, tu vois, cette lecture pour les amateurs, qui se faisaient des clins d'œil entre amateurs, et ça faisait perdre un peu de substance au Mhm. genre. Et là, j'ai l'impression que devant l'urgence de la situation, bah, tu as un certain nombre d'auteurs, effectivement, qui se retroussent les manches et dire, bah, s'il y a bien un endroit, un lieu, un temps de la littérature où je peux faire le boulot que, par exemple, les journalistes ne font plus, bah, Oui. c'est dans le roman noir. Et ça, c'est vraiment très, très, très satisfaisant de se dire que, ben, tu vois, il y a un vrai héritage, le début du XXe siècle, le début Mhm. du XXIe siècle, il y a encore des gens qui ont besoin Mhm. de la littérature et de ce genre-là pour ben, dire ce qu'ils ont à dire sur le monde dans lequel ils vivent et dénoncer des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne peut plus voir, qu'on ne veut plus entendre, qu'on veut pas entendre, quoi. Oui, non, mais oui, oui. Ben, de toute façon, le malheur, en gros, il est muet. Et donc, ce que cette littérature, elle veut faire parler cela. Hein, ce malheur complètement. Alors, il y a un terme aujourd'hui, enfin, je préfère en espagnol silenciado, ninguneado. Mm. Euh, et puis, bon nombre d'auteurs ont compris que ils ne pouvaient pas parler dans certaines zones du pays qui sont des zones de non-droit. Il y a bon nombre de journalistes qui passent par la fiction pour décrire ce qu'ils ne peuvent pas eh bien, coucher sur le papier dans leur chronique. Mm. Euh, ils ont bien compris que la littérature, c'était eh bien, l'espace de liberté absolue, hein. Et que là, il pouvait écarter le point de vue du dominant, donner voix finalement à des aspects du pays qui sont complètement exclus de l'agenda politique. Et puis, ça leur a permis également
eh bien, de raconter en fait des histoires qui n'avaient jamais été racontées, ou du moins n'avaient jamais été racontées de cette façon. Parce que l'une des préoccupations en fait des auteurs du roman noir, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Patrick Manchette, il dit la révolution passe par l'écriture. Et je pense que la littérature de langue espagnole, et j'inclus aussi l'Espagne, l'Argentine, le Chili, la Colombie et le Mexique, tous ces auteurs qui revendiquent une filiation avec les littératures policières l'ont très bien comprise. On a de véritables chefs-d'œuvre, on va dire, dans ce domaine, parce que bon, il faut le dire aussi, dans la production de cette littérature, il y a 90% qui peut aller à la poubelle, hein, mais en Amérique, enfin, dans la littérature de langue espagnole, il y a sans cesse un renouveau. Euh, Ce que je voudrais rajouter aussi, ce qui fait toute la richesse des littératures policières mexicaines, c'est que on avait avant une littérature qui émanait de la capitale. Et Mmh, aujourd'hui, on a aussi des auteurs de différents États c'est vrai. qui s'approprient le contexte local. Et quand je parle du contexte local, c'est aussi la langue qui est pratiquée dans la langue du terroir. Et donc, avec leur connaissance du terrain, leur propre bibliothèque, eh ben, ils créent un objet totalement inédit pour eh bien, retranscrire une réalité, parfois, oui, ineffable. Hmm. Alors là, tu viens de dire, et c'est vrai, une particularité, mexicaine. Alors je sais pas si ça pourrait être, aussi généralisé au Mexique, à la Colombie, à l'Argentine, à la Colombie et au Chili. En tout cas, pour le Mexique, tu as tout à fait raison, cette, provincialisation du roman noir, ça c'est vraiment une nouveauté. Et est-ce que, tu vois, que si tu prends ton auteur, est-ce que tu peux me dire: «Bon, bah, très bien, je vois bien les filiations, incontestablement, il y a des liens très étroits et cetera, le maillage, le rhizome, nin nin». Mais là, il y a vraiment une particularité mexicaine de cet auteur, incontestable. De Ce serait quoi que tu mentionnerais là? Ah oui, alors ça, c'est... En fait, je vais être honnête, autant j'ai commencé véritablement. L'écriture m'a plu, mais j'avais du mal à comprendre euh, comment étaient régis les personnages. Je me disais, mais pourquoi il décrit ce type de réalité? Ou pourquoi il décrit des situations sans queue ni tête dans le quotidien d'un écrivain universitaire qui vit dans les quartiers cossus de la capitale, qui se retrouvait parfois dans des contextes complètement rocambolesques. Et c'est en vivant au Mexique que j'ai Ouais. pris conscience de cela. C'est-à-dire prendre le pouls, en fait, non seulement de la société, mais aussi des difficultés hein, que vit au quotidien le Mexicain. Ça peut être dans les transports en commun. Mais je sais pas, le fait d'aller à la bibliothèque et puis de passer toute sa journée pour obtenir un simple livre. Parce qu'en fait, au Mexique, tout peut être facile, mais en même temps, tout peut être compliqué. Et ça dépasse le rationnel. On ne comprend pas où se situe la faille. Et en même temps, il y a un certain fatalisme parce que les gens vous disent bah, pourquoi aujourd'hui ça fonctionne pas? Ils vous disent, ils vous répondent pues, pues sí, así es, ni modo. Euh, et, euh, et donc, il y avait un côté en fait irrationnel accepté, presque complètement absurde, Mmh. ubuesque, que je n'ai pu comprendre qu'en vivant au Mexique, parce que moi-même, je me suis retrouvée dans des situations euh, qui, qui échappaient en fait à mon raisonnement cartésien. Et c'est donc en vivant dans le pays hein, que j'ai pu déchiffrer
Mmh. on va dire, de façon approfondie, hein, l'amertume euh, tragicomique présente chez Ibargüen Goitia. Alors là, je vais faire du mauvais esprit, mais c'est exclusivement pour que tu me contredises, ou que tu m'expliques. Donc tu vois, c'est de la rhétorique là. Bon, mais finalement là, cette particularité mexicaine que tu y vois, moi je pourrais dire, bon, c'est purement la couleur locale. Tu vois? C'est-à-dire, finalement, tu prends le modèle est là, ne bouge pas, et là où toi tu vois une appropriation, moi je dirais, bah, finalement non, c'est jamais qu'une reconduction, un calque avec un petit cocktail, local pour te dire: «C'est bien, je suis bien au Mexique». Ou alors est-ce que Euh, c'est quelque chose de plus structurel? non, c'est dans l'écriture de Ibargüengoitia ou dans... En général, tu vois, là, je me fais l'avocat du diable qui dit, bah, cette mexicanité sur laquelle s'appuie une grande partie des critiques pour dire: «Vous voyez bien qu'il y a donc une appropriation des modèles originels et avec, la création d'une veine mexicaine du roman noir». Bon, bah, moi, mais évidemment, c'est pour que tu me convainques, hein. Tu comprends bien que voilà, je fais la naïve de l'extérieur. Je dirais: «Mais finalement, c'est jamais qu'une non pas une appropriation, mais une déclinaison du modèle avec un ingrédient, un élément du décor». Quelque chose, par exemple, tu vois, on serait à Cuba, j'aurais mis un mojito sur une table et voilà, il y a une appropriation cubaine du roman noir. Donc est-ce que Ouais, c'est juste ouais, voilà, je tu comprends. comprends mon idée? Ou est-ce que véritablement, il y a quelque chose de mexicain où tu te dis: «Bon, bah, là, on voit bien que c'est quelque chose qui n'existait pas dans le roman noir avant et qui fait évoluer le genre». C'est-à-dire que oui, il a cette hyper ritualisation, parce qu'il y a un certain nombre d'incontournables que je dois retrouver, c'est le plaisir du texte aussi, hein, c'est ces choses qu'on retrouve. C'est pour ça par exemple, le roman d'énigmes est super ritualisé. Si tu as pas la scène finale, avec, Hercule Poirot qui se frise les moustaches en te disant Euh, la révélation, tout ça. Bon, bah, là, justement, qu'est-ce que cet auteur-là a et à travers lui le Mexique, a apporté au genre, en tant que genre roman noir? ouais. Oui, alors d'abord, il y a l'effacement total de l'enquêteur. Ça, c'était quand même assez intriguant. C'est-à-dire que, par exemple, dans Las Muertas, effectivement, la police intervient, mais le véritable enquêteur, il est en dehors du texte. C'est-à-dire que c'est le narrateur qui n'est même pas omniscient. Il, il partage avec nous ses craintes, ses doutes, ses probabilités, ses inexactitudes, ses incertitudes. Donc ça, c'est assez déstabilisant en tant que lecteur. C'est-à-dire que Ibargüengoitia nous dit, moi, je ne vais pas vous délivrer une vérité. Il existe plusieurs vérités et je ne sais pas où elles se trouvent. Euh, la, la deuxième chose qui me semble importante, c'est, alors ça va se vérifier par la suite, c'est que lui, en fait, ses principaux anti-héros, on va dire, ce ne sont pas forcément les victimes, mais ce sont les victimaires. Mmh. Alors, je m'appuie là seulement sur Las Muertas. Et alors ça, déjà, Raphaël Bernal l'avait fait dans El complot mongol. Mmh. Non, Oui, c'est vrai. c'est un sicaire, même Rodolfo Usigli, dans Ensayo de un crimen, où on a un homme de la haute société, hein, qui veut perpétrer le crime parfait, hein. Euh, et tout ça, ça va, à mon avis, aboutir petit à petit, mais évidemment, c'est multifactoriel, hein, avec l'arrivée du personnage du narcotrafiquant, Mmh. euh, euh, qui va jouer un rôle prépondérant dans la littérature. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, les écrivains, évidemment, ils ont recours à leur puissance imaginaire, mais ils partent toujours d'une manifestation de la réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout de la fiction se trouve toujours le réel. Et malheureusement, le réel du Mexicain, c'est cela. C'est cette guerre contre le crime organisé,
qui a une assise prégnante au Mexique. Et donc, ça, c'est une particularité. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a toute une littérature qui a été notamment fomentée par entre autres par Elmer Mendoza avec la narconovela. Mmh. Et bon, alors, il y a de tout, hein, mais il a créé une saga qui est plus ou moins inégale, hein, mais qui est quand même très intéressante. Il a créé une langue. Il y a véritablement une musicalité audacieuse, hein. C'est drôle en plus cette langue, elle est enfin moi, il y a Ah, ah plein de oui, fois, oui, je trouve ça marrant. oui, oui, non, c'est complètement atypique. Mmh. Et puis, il a permis aussi, je ne vais pas dire de créer une école, mais d'autres auteurs originaires d'autres régions. Je pense notamment à un écrivain comme Eduardo Antonio Parra. Mmh. Euh, je ne dis pas qu'il se revendique de Elmer Mendoza, mais euh, il a suivi un petit peu cette ligne pour créer son propre univers et nous parler de la ville de Monterrey et bien de toutes les zones d'ombre, hein, qui cohabitent dans cette ville qu'il connaît bien. Bon et alors tu as parlé tout à l'heure de gens qui t'avaient alors déjà de Jacqueline Cobo évidemment et puis, d'enseignants en Espagne, d'écrivains, de gens que tu avais rencontrés dans les ateliers d'écriture et l'importance qu'ils avaient eu pour toi dans la découverte de ce genre, puis de comment est-ce que tu pouvais établir un corpus et cetera. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dont tu voudrais parler, qui ont eu une influence, directe ou indirecte, que ce soit universitaire ou peut-être, affective qui t'ont accompagné au fur et à mesure de ce travail de thèse? Oui, oui, ben il y a, je peux citer mon collègue d'abord, Antoine Rodriguez, hein, qui est lui-même mexicaniste, hein. Parce que quand j'ai réalisé mes premiers séjours au Mexique, en fait, grâce à Madame Covo, Antoine Rodriguez et moi, donc nous logions chez l'une de ses nièces, Hélène Oeconomo, qui est mariée à un pédiatre mexicain dans la colonie Narvarte. Et donc, Antoine a participé à mon apprentissage de la ville de Mexico parce que ça n'a pas été un coup de foudre, hein. J'avais beaucoup de crainte à déambuler seule dans certaines artères en particulier. Et donc, je me suis familiarisée avec cette ville, avec Antoine. Et puis, j'ai connu grâce à Antoine Emilio Carballido, parce qu'Antoine a fait sa thèse donc sur l'œuvre dramatique de Emilio Carballido et on a été invité plusieurs fois le dimanche à partager le repas à San Pedro de los Pinos. Euh, et euh, Carballido m'a parlé d'Ibargüengoitia, qu'il tenait beaucoup en estime. Et puis j'ai une scène où il nous a montré le manuscrit de Rosario Castellanos de Balún Canan, Mmh. puisque Castellanos lui avait demandé d'apporter quelques corrections. Après, Paco Ignacio Taibodos aussi, il m'a reçu lors mes premières réflexions sur ma thèse chez lui et il m'a délivré tout un matériel conséquent pour reconstruire une partie de l'histoire des littératures policières, notamment dans les années 60, 70, 80. Il y a Claude Mesplède, qui était considéré comme le pape des littératures policières, hein. Il a coordonné le dictionnaire des littératures policières. Alors, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai entendu son nom pour la première fois à une émission sur France Inter qui s'appelait La Bande à Bono. Mmh. Et je ne sais plus comment j'ai eu ses coordonnées. Et il m'a guidée dans mes recherches. D'ailleurs, euh, Claude Mesplède, Sébastien Rutès, l'écrivain français Jérôme Leroy et moi-même, on avait été invités par Taïbo en 2006 à la Semana Negra. Ah oui.
enfin, je garde un mémorable souvenir de notre séjour. Et puis, il y a un écrivain qui a joué un rôle majeur dans ce que je suis devenue comme enseignante-chercheuse et que j'ai rencontré grâce à Robert Amutio, qui est donc un grand traducteur que j'ai connu d'ailleurs chez la nièce de Madame Covo. C'est l'écrivain Sergio González Rodríguez. Mmh. J'étais en fin de rédaction de thèse lorsque j'ai fait sa connaissance. Il m'a fait découvrir des librairies indépendantes du centre historique et aussi dans le quartier de Coyoacán, et notamment aussi les librairies d'occasion de la rue Donceles, où j'ai trouvé aussi enfin, tout un support théorique et fictionnel inédit. J'ai par exemple rencontré un livre qui retrace les aventures de Petronio Rodero, qui est le premier détective du Chiapas, Mmh. qui a été créé par l'écrivain de San Cristobal de las Casas, Oscar Palacios, qui est aujourd'hui un ami, hein. Et puis, Sergio, il m'a aussi délivré enfin, une série d'orientations bibliographiques sur le fait divers et l'affaire Poquianchis. Hein, il avait travaillé aussi sur ce thème. Et ensuite, alors, après la thèse, j'ai commencé à travailler avec lui, hein, dans le cadre d'un projet interdisciplinaire au Programa Universitario de Estudios de Género de la Torre 2 de Humanidades de la UNAM, avec Lucia Melgar, qui est aujourd'hui une grande amie avec qui je continue à travailler, Emanuela Borzacchiero, une journaliste italienne installée au Mexique, qui est aussi une amie, Elena Lopez, Lucia Rafael, et puis la directrice à l'époque du PUEG, Marisa Belaustegui-Goitia, pour travailler sur le féminicide. C'est un projet qu'on a mené à bien de 2005 à 2010. Et donc, Sergio González Rodríguez, à travers toutes les recherches qu'il avait effectuées sur les crimes systémiques de femmes donc, dans le nord du Mexique, il nous a toujours appris que l'impunité régnante protège le criminel, elle abandonne la victime et elle entretient les violences. Puis ça a été aussi une boussole littéraire parce que malheureusement, il est décédé brutalement donc, en 2017, mais je lui dois aussi le corpus de mon HDR. Ah oui, d'accord. Bon. Et bon, je suppose que comme tout doctorant, tu as rencontré des difficultés, liées aux spécificités de ta thèse et des difficultés générales, et est-ce que tu peux nous en parler? Ah bah, la première difficulté pour moi, ça a été l'accès aux sources. Ouais. C'était pas comme aujourd'hui, hein, on ne fait pas un clic et hop, le livre arrive, hein. Enfin, quoique moi, je défends les librairies indépendantes. Mais c'était, ben oui, récupérer d'ailleurs d'abord tout le corpus, et puis tout l'aspect bibliographique. Donc, il a fallu organiser des séjours, hein, au Mexique. Alors, j'y allais en été. Quand j'ai été recrutée en tant qu'ATER à l'université, donc ça me permettait, parce qu'à l'époque, on recommençait au mois d'octobre, d'y aller sur des périodes de 3 mois. En plus, j'avais quand même des collègues très sympathiques en section d'espagnol à l'université de Lille, qui s'arrangeaient pour que je puisse mener à bien mes recherches. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est possible un jour au Mexique est rendu impossible le jour suivant et inversement. Donc, je pourrais écrire, on va dire, des nouvelles complètement presque fantastiques à la Cortázar, hein, sur mes séjours à l'hémérothèque, hein, au service revue, au service périodique, hein. Le calendrier aussi, dans un pays comme le Mexique, il est soumis à l'imprévisibilité, c'est-à-dire au climat.
les inondations, ou bien aux incidents quotidiens, la panne de métro, la panne de la photocopieuse, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas scanner, des sources référencées mais introuvables sur le site, de prendre une journée pour récupérer une feuille ou perdre carrément sa journée. Donc ça a été, on va dire, la principale difficulté. La deuxième difficulté, je travaillais, comme la plupart façon, d'entre nous, hein, il a fallu concilier en fait l'activité professionnelle et le temps de la recherche. Et donc, c'était difficile de trouver le temps, ce temps de la durée, hein, ce temps d'écriture, ce temps méditatif, le temps de la concentration pour pouvoir pouvoir rédiger dans des conditions décentes. Donc ça, évidemment, ça a engendré des sacrifices, hein, personnels, familiaux, oui, des week-ends, des vacances isolées dans un bureau, dans une bibliothèque. J'ai connu et que je connais toujours parce que bon, on est toujours amené, un tant soit peu, à, à adopter, on va dire, cette stratégie, non? Mais c'est vrai que ça, il a fallu trouver le temps, hein, pour penser, nourrir et fabriquer, hein, Oui. l'objet. Et c'est quelque chose d'indispensable, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on revendique le temps long face à une dictature communicationnelle, hein. C'est très difficile d'expliquer cela à nos étudiants. Qu'un objet d'étude, ça se construit effectivement sur la durée avec aussi une remise en question, c'est-à-dire qu'il faut savoir accepter d'avoir bâti quelque chose et puis de tout déconstruire après parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une petite pierre bancale et qui risque de faire basculer tout l'édifice. Mm. Ah oui, la petite pierre bancale, ça, celle-là. Bon, enfin, venons-en à la soutenance. Est-ce que tu peux commencer par nous rappeler qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Oui, il y avait donc Florence Olivier, qui était donc à l'époque, hein, à l'université de Paris 12, avant de passer à Paris 3, je crois. Aujourd'hui, elle est professeure émérite. Alors, c'est une grande spécialiste, hein, de la littérature mexicaine, hein, notamment de Carlos Fuentes, hein, et d'un auteur que j'adule, qui est José Revueltas. Il y avait également Nestor Ponce, donc professeur à l'université de Rennes, qui est aussi un grand spécialiste du récit policier argentin. Et il est aussi l'auteur d'anthologies, hein, sur des nouvelles, enfin, il a coordonné une anthologie, hein, sur des nouvelles policières. Il écrit d'ailleurs lui-même des polars, hein. Il y avait Jacqueline Coveau également, qui donc a été un guide, une feuille de route, hein, tout au long, on va dire, de ma construction en tant que jeune enseignante chercheuse. Bon, et alors du coup, quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée? Ah, du 4 décembre 2004. Bah, c'est un mouvement solennel, émouvant, intense. Alors en plus, j'étais la première thésarde de Nora Giraldi de Icas, donc j'avais une petite pression supplémentaire. J'avais toute ma famille, enfin mes parents, mes deux sœurs présentes, oui, présents. Ils résidaient tous en Haute-Savoie. Ils étaient venus spécialement pour l'occasion. Et puis en même temps, c'était intriguant pour moi parce que je leur faisais découvrir mon microcosme, hein. Ils sont complètement en dehors, hein, du milieu universitaire, hispanophone. Et puis, il y avait également les amis inconditionnels qui avaient contribué d'ailleurs à la confection du cocktail. Alors évidemment, la pression, elle était aussi liée à l'appréhension, c'est-à-dire on se demande à quelle sauce on va être mangé.
parce qu'on sent qu'il faut qu'on fasse ses preuves pour enfin entrer dans la cour des grands. Il faut asseoir sa légitimité dans le domaine de la recherche, hein. Et puis, c'est un moment aussi où l'on se rend compte que la thèse, elle reste toujours inachevée. Alors ça, c'est difficile de consentir à cette réalité lorsqu'on a le défaut d'être obsédé par la perfection. Mais il faut savoir accepter aussi cet état de fait. En fait, on prend conscience que on met un pied dans la recherche, mais que l'horizon qui s'ouvre à nous, eh bien, s'avère monumental. Mais c'est ça qui fait que c'est passionnant, hein. Donc, la thèse, c'est qu'une petite pierre à la bâtisse que nous allons construire tout au long de notre carrière. Alors, évidemment, il y a eu un débat hein, autour de l'empreinte des littératures policières chez Ibargüen-Goitia. Est-ce que ça vient plus de la tragédie que du roman noir? Quoique, euh, euh, on dit souvent que euh, Faulkner, avec... alors, c'est Sanctuaire de Faulkner, c'est André Malraux qui a fait la préface et qui dit c'est l'entrée, enfin, c'est la tragédie qui rentre dans le roman. Et donc, Jérôme Leroy, qui est un ami à moi et qui est écrivain, il dit donc c'est la création du roman noir, hein. Euh, donc, bon, enfin, tout ça, c'est un petit pont pour dire que donc on a discuté hein, sur l'intérêt de lire Ibargüen-Goitia depuis les littératures policières. Et puis, j'ai une petite anecdote aussi. Il y a eu quelques commentaires sur mon style. Ah. Euh, euh, Parce que j'ai pas un style clinique, on va dire académique. J'ai un style en fait qui euh, essaie d'être le relais, euh, on va dire, de la dimension métaphorique, des inflexions poétiques que peuvent emprunter les écrivains. Et donc, je me souviens, alors ça m'avait pas fait plaisir, hein, mais on m'avait conseillé de façon à aplanir un peu mon style, de lire le Code civil de Napoléon. Je dois avouer que j'ai appliqué tous les conseils que m'a donné le jury, sauf celui-là. Tu préfères garder ton écriture mimétique ou caméléonique? Voilà, exactement. Pour des tas de raisons, mais ça pourra faire l'objet d'une notre discussion. Et puis, j'ai une anecdote aussi, ça c'est une image, je revois Nestor Ponce, le verre à la main, converser avec mon père sur le vin d'Aïs, hein, qui est produit au pied du Môle, en Haute-Savoie, non loin de chez mes parents. Voilà. Oui, bah, c'est aussi ça l'histoire d'une thèse, hein. Oui, C'est c'est l'épreuve et la soutenance, ouais. voilà, c'est un parcours intellectuel, mais c'est aussi un parcours humain. Et en tout cas, moi, en ce qui me concerne, il a été vraiment traversé par beaucoup d'humanité. Voilà, et dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail-là? Ah ben, ma thèse, elle m'ouvre les portes pour m'immerger pleinement dans les littératures policières mexicaines, hein. J'ai même préparé un post-doctorat et j'ai exploré donc ces romans dans leur échelle de critique sociale, historique et tragique, voir comment ces romans parlaient de la douleur d'un pays, hein, engoncé, comme on l'a dit précédemment, dans de multiples phénomènes de violence, parmi lesquels ce que les Mexicains ont appelé enfin les Mexicaines, le féminicidio, hein. Et donc j'ai participé donc de 2005 à 2010, hein, comme je l'ai déjà dit, dans un programme pluridisciplinaire où j'ai tenté de réinterpréter donc cette violence extrême faite aux femmes à partir des littératures policières dans leur portée référentielle, mais aussi symbolique, et aussi à la lumière des études de genre, en faisant le lien entre les enjeux littéraires
et puis le grave problème de santé publique que ce sujet constitue au Mexique. Et donc, j'ai étudié notamment à travers des romans de Eduardo Antonio Parra, Heriberto Yepes et Roberto Bolaño, la femme victime de féminicide associée aux déchets, avec Mmh. comme lieu de sépulture la décharge. Donc, j'avais travaillé sur la culture du rebut qui accueille donc des vies déplacées, retournées, détournées, des vies donc jetables, hein, et reléguées dans l'informe de l'ordure, hein, Mmh. et de la misère. Et, euh, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que bah, je ne travaillais que sur des ruines de corps. Et je ne m'étais pas rendu compte, en fait, que mon travail sur les féminicidios ne disséquait que des femmes battues, abattues, enfermées dans leur corps tourmenté. J'avais pas remis en cause, en fait, ces modèles de représentation de féminicide. J'avais pas examiné ce que ces victimes représentaient, laissées d'elles-mêmes dans ce processus de déshumanisation et de défiguration. Et ça fait l'objet, en fait, hein, d'une partie de mon inédit, où j'ai tenté de voir comment de nouvelles fictions policières, notamment écrites par des Mexicaines, eh ben, proposaient une autre manière d'écrire, entre autres, sur cette violence féminicide, en racontant notamment comment les corps associés au féminin ou à la femme, hein, sont marqués par la violence, hein, comment ces corps peuvent devenir le croisement de multiples violences, hein, comment les femmes et le féminin se construisent souvent avec la peur, comment la violence féminicide, elle atteint les femmes vivantes, Mmh. l'entourage des victimes et en font d'autres victimes, hein. Comment la violence féminicide, eh bien, dérégule, démoralise aussi les femmes, comment elle les abîme, hein, et comment elle abîme leur qualité de vie. Hein, donc c'était, en fait, hein, c'était poser aussi les conditions aussi d'un retour à la vie, hein, au vivable et au vivant. C'est-à-dire comment continuer à vivre lorsqu'on en a vécu ou l'on vit l'invivable. Est-ce que c'est possible? Voilà. Et avec les étudiants, alors en cours, tu travailles ces questions-là et le cas échéant, depuis quelle perspective sociale, générique, les 2? Non, je ne travaille pas. Alors d'abord, bon, je suis astreinte au programme, notamment en licence avec les concours, hein, du CAPES et de l'agrégation. J'ai un séminaire toutefois de recherche, hein, de 24 heures, où je ne parle en fait que des littératures policières. J'essaie de transmettre à mes étudiants les fondements de cette littérature, montrer qu'on ne peut pas parler de littérature policière au singulier, Mmh. euh, et de leur enseigner toute la pluralité aussi de cette littérature et de bien les définir. C'est-à-dire que pour moi, quand on parle de romans policiers, on ne parle pas de romans noirs. Euh, de montrer qu'il existe en fait toute une sémantique très précise pour définir ces genres, parce que aussi, j'ai envie de dire que le projet même politique n'est pas le même. Ah non, non, c'est sûr. Le rapport au réel, le projet politique, Exactement. c'est évidemment, Mm. c'est tout à fait autre chose. Et alors, est-ce que tu as relu ta thèse? Alors, j'ai deux articles, on va dire inédits, entre guillemets, l'un sur la figure parodiée de James Bond, dans un roman de Ibargüengoitia qui s'appelle Maten al León, et la figure du pelado, dans les nouvelles de la Ley de Herodes, chez Ibargüengoitia. J'ai retravaillé pour un livre collectif publié par le Colmex, El Colegio de México, Las Muertas. Et puis j'ai relu la thèse en 2000, j'étais au Mexique, en 2010, lorsque je suis tombée en fait dans le piège des éditions universitaires européennes.
J'étais professeur invité à l'université de Guadalajara et dans la précipitation, je leur ai adressé mon tapuscrit hein, en pensant qu'ils en faciliteraient l'accès en fait à tous ceux qui étaient intéressés par mon travail. Or, il faut savoir qu'il n'y a pas de comité scientifique, hein, Mmh. il n'y a pas de relecture. C'est un ouvrage en plus, enfin, ils vendent les ouvrages à prix astronomique sur Internet. Enfin, c'est un véritable scandale et une grande mascarade. Mmh. Donc, je me suis toujours, enfin, je devrais aller voir le service juridique pour rompre le contrat avec cette maison d'édition. Donc, je mets en garde hein, les jeunes doctorants. Et désormais, je suis très prudente, notamment avec les éditeurs qui ont publié deux ouvrages que j'ai écrits par la suite. Hein. Donc voilà, j'ai eu comment dire, une rencontre malencontreuse Mmh. avec cette maison d'édition, mais euh, en tout cas, les personnes qui sont intéressées par ma thèse, je leur envoie. Hein. Mmh. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, je ne l'ai pas transformé en livre, si c'est la question. Je pense d'ailleurs que si je devais la transformer en livre, ce serait plus du tout le même. Je, je, je crois que je la réécrirai dans sa totalité. En fait, c'est ça le sens de cette question, Mm, c'est de dédramatiser l'objet thèse pour les mm. doctorants, en leur disant que finalement, quand on la relit, alors ça dépend de la durée. Il y a des gens qui relisent Ouais. 30 ans après, 40 ans après ou 6 mois après, mais que très rapidement, on prend du recul par rapport à ce qu'on a pu écrire, alors en se disant: «Ah bah tiens, ça c'était plutôt pas mal finalement, il y avait une bonne intuition là» et puis après aussi beaucoup de: «Mais quelle naïveté» ou voilà et c'est de ça, mais je vois bien que toi, c'est le cas aussi. Oui, 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 oui. Oui, en plus, bon, là, elle date de 20 ans. Alors, peut-être, évidemment, alors au niveau du style, il y a des choses que je ne ferai plus du tout. Et puis, aujourd'hui, c'est mon domaine de spécialité. Donc, j'ai acquis aussi un savoir qui me permet aussi de relire autrement l'œuvre d'Ibargüengoitia, d'apporter des éléments nouveaux, euh, d'asseoir ma thèse en quelque sorte. Bah oui, bien sûr. Alors tu as déjà dit, tu en as déjà donné un certain nombre, en particulier, de se méfier de la recherche de la perfection et quels sont les autres conseils que tu donnerais à de jeunes doctorants? Ben, d'abord, la passion pour son objet d'étude, parce qu'on va cohabiter avec lui pendant plusieurs années, hein, quotidiennement, même aux moments les moins attendus. Et donc, ça, il faut le prendre en compte. Hein. C'est une sorte de, j'ai pas envie de dire de mariage, parce que ce serait vraiment inadapté. Mais il est présent, enfin, c'est un objet qui est omniprésent. Donc, il faut vraiment sentir de l'engouement pour cet objet. Après, je dirais que pour un doctorant en littérature, son choix doit partir de quatre exigences pour la constitution de son corpus. Pour moi, il faut impérativement qu'il y ait une esthétique formelle. Ensuite, il faut qu'il y ait la pensée d'une nuance, d'une dissonance, hein, d'un constant questionnement. Il ne faut pas que le roman soit justement une thèse. Euh, il faut aussi que ce roman propose une extension du visible. Et puis, soit l'expression aussi, qui est le cœur même de la littérature, l'expression d'une émotion. Et au-delà du plaisir de lecture, à mon avis, que doit procurer l'objet d'étude en littérature, le choix du corpus aussi, il doit proposer des fictions qui doivent apparaître comme, aurait dit Aragon, des machines à connaître le monde. Hein. C'est-à-dire que
euh, la fiction, pour moi, c'est une forme de connaissance. Voilà, c'est le conseil que je donnerais aux doctorants en littérature lorsqu'ils tentent de choisir, en tout cas, l'objet sur lequel ils veulent travailler. Et alors, pour finir, est-ce que tu peux prendre ta thèse, nous lire la première phrase, ou deuxième, troisième, si tu penses que c'est plus cohérent, de ton introduction, et nous en faire un petit commentaire D'accord. rétrospectif. J'espère que ça ne fera pas partie des blocs que tu renies, que tu auras Non, écrit différemment. non, alors alors c'est un passage assez détonnant. Alors je vais le lire sur l'écran. Euh, donc c'est vraiment la première page de la thèse, hein. C'est une présentation de Jorge Ibargüengoitia. Je vais lire le premier paragraphe. Euh, Jorge Ibargüengoitia. Son identité m'a été déclinée pour la première fois dans un bistrot lillois, un jour d'automne 2000, lors d'un rendez-vous avec mon directeur de DEA, identité soigneusement annotée sur l'addition de 2 cafés crème devant notre incapacité à prononcer aisément le nom de cet écrivain. Rencontre pleine d'incongruités qui aurait sans doute plu à ce romancier atypique dans l'histoire de la littérature mexicaine, atypique dans sa personnalité, à la démarche nonchalante, aux yeux de cyclope, à la stature colossale, adepte dans ses récits des dénouements les plus insoupçonnables, les plus explosifs. Malgré son patronyme à la musicalité basque, Jorge Ibargüengoitia fut bien pétri au Mexique, plus exactement le 22 janvier 1928, dans une ville coloniale située à environ 350 km de la capitale, à Guanajuato, comme son compatriote Diego Rivera. Alors on Alors, revient au style. Alors là, j'ai envie de dire aux doctorants à ne pas imiter. C'est-à-dire, j'utilise uniquement dans ce premier paragraphe et avec l'accord de mes 2 co-directeurs du jeu. Hein, je rappelle aux étudiants que la première personne du singulier est à proscrire dans un travail académique. Je me dis quelle audace candide quand même à l'époque, hein. Mais je voulais reconstituer en fait ma rencontre un peu incongrue qui répond un peu à l'état d'esprit, hein, de Jorge Ibargüengoitia, hein. Et puis, comme je l'ai spécifié, il est mort dans un accident d'avion. oui. Et j'avais envie de reconstruire à partir des témoignages que j'avais reçus de certains de ses amis, comme l'écrivain Jorge López Páez, Rafael Ramírez Heredia, Ángeles Mastretta, et puis de son épouse Joy Laville, sa démarche alanguie, son regard généreux mais lucide et impavide lorsqu'il arpentait les rues et recherchait ce Mexique dont la nature dissonante, discordante, le faisait encore rire. Joe Lively me disait qu'il adorait marcher, enfin m'avait dit qu'il adorait marcher et que même quand ils ont vécu à Paris, hein, il déambulait dans les villes, dans les rues de Paris avec ses sandales, ses huaraches. Et pour l'anecdote, qui est presque issue de l'humour noir, son corps a été identifié suite à l'accident d'avion euh, grâce aux huaraches, donc à ces sandalettes de cuir. Donc voilà, je voulais reconstruire après cet accident où les corps ne sont plus que malheureusement des pièces détachées, euh, l'ombre d'Ibargüen Goitia, mais c'est uniquement dans ce paragraphe qui n'a rien d'académique, qui n'est donc pas un modèle pour les étudiants. Voilà. D'ailleurs, ça avait fait sourire le jury. Bon. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien très, très intéressant. Et puis là, je biche, moi, parce que quand j'entends parler de polar, roman noir, Freud, tu vois, c'est les trois que j'associe ensemble, ça me fait bien plaisir.
Donc merci encore pour cet entretien et d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Bah non, merci à toi Caroline, c'était un échange très, très fructueux. Merci beaucoup, hein.